bonsoir, dépendant de quand vous êtes en train entendre cet enregistrement de ce tutorat. Donc aujourd'hui, on va parler des mécanismes réactionnels, principalement le mécanisme réactionnel des substitutions et des éliminations par rapport aux réactions organiques. Donc par rapport au programme de la session, ce sera divisé en trois grandes parties. Donc une introduction générale sur les mécanismes de réaction, suivie des réactions de substitution, et on finit avec la réaction d'élimination. Donc pour ce qui est de l'introduction, on va parler en généralité des réactions organiques, les différents composants des réactions organiques et comment dirais-je, quels sont les facteurs influençant ces réactions. Donc d'abord définir ce que c'est une réaction organique. Une réaction organique, c'est faire interagir un substrat qui est la molécule organique principale que l'on veut transformer avec un réactif qui est l'agent de la transformation. Donc comme mentionné dans la réaction type en bas de page, donc on a un substrat plus un réactif. Donc c'est une interaction entre substrat et réactif en présence de ce qu'on appelle les agents annexes. Les agents annexes, on a principalement deux types, le catalyseur et le coréactif. Le catalyseur, il va accélérer accélérer la vitesse de la réaction sans en modifier le rendement. Il est intégralement généré en fin de réaction identique à lui-même. C'est-à-dire si on met de l'H2SO4 comme un catalyseur, le début de la réaction c'est le H2SO4, la fin de la réaction c'est le H2SO4. Il va juste accélérer le rythme sans toucher au rendement. Un coréactif en outre partie, il va participer à la réaction, il est transformé dans le processus réactionnel et qui influe sur le rendement. Donc le coréactif, il participe, il est transformé, alors que le catalyseur accélère la vitesse sans en modifier le rendement et il revient identique à lui-même après la fin de la réaction. Maintenant, pour ce qui est de l'étude des mécanismes réactionnels, l'étude des mécanismes réactionnels a pour objet de rendre compte des modifications électroniques, géométriques, énergétiques et cinétiques du système en évolution. On va d'abord parler de l'aspect électronique en détaillant le fait qu'une liaison covalente peut se rendre de deux façons, soit une rupture symétrique, soit une rupture asymétrique. Une rupture symétrique, c'est une rupture dans laquelle chacun des deux atomes capte un électron du doublet de liaison, alors que les deux atomes ont la même affinité électronique, liaison pas ou peu polarisée, reliant des atomes d'électronégativité identiques ou voisines. La rupture est dite homolytique et conduit à un processus réactionnel radicalaire. Mécanisme homolytique, c'est une rupture symétrique de la liaison, formation de radicaux, comme mentionné ci-dessous. Cette rupture est initiée le plus souvent par des radiations UV. Donc on a une liaison A, une molécule A, plutôt un atome A et un atome B, qui constitue la molécule Y. Une coupure homolytique sans charge va donner des radicaux libres A plus B. Pour la rupture dissymétrique, c'est une rupture dans laquelle un atome récupère les deux électrons du doublet et acquiert une charge négative avec le doublet qui devient non partagé. L'atome cède son électron de liaison et acquiert une charge positive avec une orbitale vacante. C'est ce qu'on appelle un mécanisme hétérolytique, rupture dissymétrique de la liaison covalente, passage par des intermédiaires ioniques, cations et anions. Bon, comme mentionné ci-dessous, un seul atome, dans ce cas l'atome B, va récupérer les deux électrons du doublet et va être surchargé d'électrons, alors que le deuxième atome va devenir déficitaire avec une orbitale vacante. Maintenant, pour ce qui est du rôle du solvant dans la réaction de synthèse organique, on a deux types de solvants, donc polaire et non polaire, mais d'abord on définit ce que c'est un solvant. Un solvant est un liquide non réactif capable de dissoudre les réactifs et les produits formés, d'une part. D'autre part, il peut favoriser ou inhiber certaines réactions au solvatant, le réactif ou le produit. Il existe deux classes de solvants, les polaires et les non polaires. Les solvants polaires, ils sont divisés en deux groupes. Premièrement, les solvants protiques. Ils possèdent au moins un atome d'hydrogène lié à un hétéroatome, comme dans l'eau et les alcools. Du fait de la polarisation des liaisons hydrogène-oxygène, hydrogène-azote, hydrogène-soufre et ainsi de suite, ces protons mobiles sont capables de former des liaisons hydrogène avec des molécules portant des doublets libres ou des charges négatives. Donc cette liaison hydrogène entre l'atome d'hydrogène et l'hétéroatome est très facilement cassable, ce qui peut plus ou moins influencer une réaction dans laquelle on a un solvant polaire protique. Un solvant protique augmente la polarité de la liaison CX du substrat et facilite le départ du groupement partant X. Un solvant protique va solvater le nucléophile par formation des liaisons hydrogène et va diminuer son pouvoir nucléophile comme mentionné ci-dessous. Le solvant protique engage le nucléophile et ralentit son attaque. Maintenant, pour les solvants polaires aprotiques, ils comportent des atomes à doublet libre mais ne possèdent pas d'hydrogène mobile. Les atomes d'hydrogène sont exclusivement liés à des atomes de carbone. Exclusivement à des atomes de carbone, on précise.
Ces solvants dissolvent les composés ioniques par solvatation des cations. L'effet stérique empêche la solvatation des anions qui ne peuvent s'approcher de la charge positive à l'intérieur de la molécule. Donc, les solvants polaires aprotiques, c'est des solvants qui comportent des atomes à doublé libre, mais qui leur liaison hydrogène est non rupturable, c'est-à-dire l'hydrogène n'est pas mobile, il est exclusivement lié à des atomes de carbone, il solvate les cations et non pas les anions, parce que l'effet stérique empêche la solvatation des anions. Pour les intermédiaires réactionnels, on peut dire qu'entre l'étape initiale et finale d'une réaction chimique se forment des intermédiaires réactionnels. Peu stables, ils ne sont jamais stables, à durée de vie très courte. Ces espèces chimiques sont entièrement consommées à la fin de la réaction, ils ne figurent donc pas dans l'équation stéréochimique. Les radicaux libres sont la première espèce réactionnelle, plutôt intermédiaire réactionnelle qu'on va parler aujourd'hui. Ce sont des atomes neutres possédant un électron célibataire dans une orbitale atomique, comme l'exemple ci-dessous, CH3+. Les radicaux libres résultent d'une rupture homolytique symétrique d'une liaison covalente. Leur rupture s'effectue facilement par chauffage en présence de peroxyde ou par irradiation, rayonnement photochimique. Donc la stabilité des radicaux carbonés est analogue à celle des carbocations, c'est-à-dire que des effets inductifs au mésomère donneur, I+, 1+, peuvent les stabiliser en diminuant leur déficit électronique. Donc là, c'est un petit détail à connaître, que plus le radical carboné accepte ou bien subit des effets inductifs ou mésomère donneur d'électrons, plus il est stable. Le radical méthyle est moins stable que le primaire moins stable que le secondaire, et le secondaire moins stable que le tertiaire, ainsi de suite. Pour la deuxième espèce réactionnelle intermédiaire, on a les carbocations. Ce sont des cations dont la charge électronique positive est portée par un atome de carbone. Le carbocation possède 6 électrons. Il est plan et hybridé sp2. C'est la caractéristique du carbocation. Il possède 6 électrons, il est plan et hybridé sp2. L'orbitale vacante est située perpendiculairement au plan formé par les 3 liaisons pi, comme mentionné ci-dessous, plutôt la liaison sigma, les 3 liaisons sigma. Le carbocation étant électrophile, charge positive, un nucléophile pourra l'attaquer, soit d'un côté du plan, soit de l'autre, ce qui peut avoir une influence sur la stéréochimie du produit obtenu. Les carbocations résultent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome plus électronégatif, mais moins électronégatif, possédant un déficit électronique. Ces espèces sont très réactives et leur énergie est très élevée. Des effets inductifs au mésomère donneur peuvent les stabiliser en diminuant leur déficit électronique, mais ce sont des espèces instables et non isolables. La stabilité est suit le même schéma que celui des radicaux libres. Plus ça subit un effet inducteur et mésomère donneur, plus c'est stable. Le troisième type d'intermédiaire réactionnel, c'est les carbanions. Ce sont des anions dont la charge négative est portée par un atome de carbone. Ils ont une géométrie tétraédrique, donc hybridation sp3. C'est la carte d'identification des carbanions. Ils ont une géométrie tétraédrique, donc hybridation sp3. Les carbanions résultent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome moins électronégatif que le carbone. Les carbanions sont des espèces très instables, de haute énergie et non isolables. Ils possèdent un accident électronique et une charge négative. Une de leurs orbitales possède un doublet d'électrons. Les groupements alkyles, par leur effet donneur positif, augmentent l'excédent électronique et déstabilisent l'espèce. Un effet attracteur à l'effet inverse. La délocalisation de la charge négative par mésomérie est un facteur stabilisant pour les carbocations. Donc, comme mentionné ici, plus il y a d'effets mésomère donneur et d'effets isomère donneur, plus la stabilité des radicaux libres et des carbocations augmente. Et là, c'est l'inverse. Plus il y en a, moins c'est stable. Donc, il faut faire l'inverse. Donc, un effet attracteur à l'effet inverse. Donc, ça les stabilise. Il faut savoir que les carbanions ont l'inverse du principe de stabilité que les carbocations et les radicaux libres. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect énergétique des réactions, donc on va parler en énergie cinétique. Il faut savoir que le déroulement d'une réaction à l'échelle moléculaire commence par une réaction qui se produit par suite de chocs efficaces entre le substrat A et le réactif B. Il est noté qu'un substrat, c'est la molécule principale qui subit une transformation, alors que le réactif, c'est un agent chimique capable de provoquer une réaction. Un choc efficace est un choc dont l'énergie est suffisante pour que la réaction se produise. Si la réaction s'effectue en une seule étape, un seul choc, il s'agit alors d'une réaction élémentaire. Si la réaction se produit en 2 étapes ou plusieurs étapes, c'est-à-dire par une succession de réactions élémentaires, on définit ça comme étant une réaction complexe. Maintenant, pour l'exemple énergétique de la réaction élémentaire en une seule étape, la collision déclenche à la fois la rupture et la formation des liaisons. Il existe un maximum d'énergie sur le chemin réactionnel, celui-là, pour passer de l'état initial à l'état final.
Donc A plus B, c'est l'initial, C plus D, c'est le final. Le système doit franchir une barrière d'énergie, même s'il a globalement perdu de l'énergie une fois la réaction effectuée. Donc l'énergie qu'il faut franchir, c'est ça, c'est le EA, énergie d'activation. Ce supplément d'énergie que le système doit acquérir, en plus de son énergie initiale, correspond à l'énergie d'activation de la réaction, donc c'est le EA ici. Cette énergie d'activation provient de la transformation d'une partie de l'énergie cinétique des molécules. Donc les molécules, suite au choc efficace, vont produire de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique va donner une énergie d'activation qui va activer la réaction, qui va faire que la réaction se passe en une seule étape, et de ce fait, on passe le seuil nécessaire. Et A plus B, qui est l'état initial, va devenir le C plus D, qui est le produit. Il est à noter que la perte d'énergie, c'est le delta H ici. Ça résume la perte d'énergie que subit la réaction. Pour les réactions complexes, c'est en deux étapes. De nombreuses réactions s'effectuent en deux ou plusieurs étapes par une succession de réactions élémentaires. Pour une réaction de deux étapes, il existe deux états de transition et un minimum d'énergie entre les deux maxima. Donc ce creux-là, le creux, correspond à l'intermédiaire de réaction qui peut être stable ou instable, durée de vie en millisecondes. Plus l'énergie, plus l'intermédiaire est stable, creux profond, plus l'énergie d'activation est faible, plus il se forme rapidement. Donc on a A plus B, qui est l'énergie d'activation, premier état de transition de l'étape cinétiquement déterminante. Le creux qui se passe ici dépend de l'intermédiaire réactionnel. Plus l'intermédiaire il est stable, plus le creux est profond. La ligne plus l'énergie d'activation est faible, plus il se forme rapidement. Donc A plus B, c'est l'étape initiale. L'énergie d'activation va donner le premier état de transition cinétiquement déterminant ici. L'intermédiaire réactionnel va déterminer le creux énergétique. Suivant le creux énergétique, on aura la finalité qui est le C plus D, qui sont des produits qui sont bien sûr énergétiquement moins demandants que l'étape initiale. Donc pour résumer, ça se passe en une seule étape par rapport à la réaction élémentaire. Ça nécessite une énergie d'activation qui vient de l'énergie cinétique produite par les chocs actifs des molécules. Pour la réaction complexe, ici en deux étapes, on aura une énergie d'activation pour l'état de transition principal, après un intermédiaire qui va déterminer ce qu'on appelle un creux d'énergie ou bien un creux réactionnel, qui plus il est profond, donc plus il est, plus l'énergie était haute, similaire à l'énergie initiale, plus la réaction se passe rapidement et plus l'énergie d'activation est faible. Donc ça résume à peu près l'étape de les généralités des mécanismes réactionnels, ci-dessous mentionnés. Et maintenant, on va passer vers le creux du cours, qui sont les réactions de substitution et élimination. Pour la deuxième étape, qui est l'étape de substitution, plus la deuxième partie du cours, qui est l'étape de substitution, bien la réaction de substitution. Donc on va détailler dans pratiquement une vingtaine de slides ce que c'est la substitution, quels sont les différents types de substitution et surtout les facteurs influençant la substitution. Donc, il existe deux mécanismes limites, ou bien deux mécanismes limités. Réaction de substitution nucléophile d'ordre 1, monomoléculaire SN1. Réaction de substitution d'ordre 2, bimoléculaire SN2. On va commencer par la substitution d'ordre 1, la monomoléculaire. Alors, pour ce qui est d'un mécanisme de réaction, c'est une réaction en deux étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape lente et limitante pour sa vitesse. Départ du nucléofuge et formation d'un carbocation plan. Donc, un carbocation plan plus le nucléofuge qui appartient. Il faut savoir et noter que la première étape, c'est l'étape lente et limitante pour sa vitesse. C'est la caractéristique de la première étape de la SN1. La deuxième étape, c'est l'étape qui est l'étape la plus rapide. On a une attaque du réactif nucléophile sur le carbocation des deux côtés du plan. Donc, comme on est en train de voir ici, une attaque du plan droit, du plan gauche, qui pratiquement va donner un mélange racémique de deux composés. Et pour ce qui est de l'état de transition, l'état énergétique, c'est pratiquement ce qui a été mentionné avant. Je vais revenir quelques slides en arrière. C'est le schéma énergétique d'une réaction complexe de deux étapes. Donc on a la molécule initiale, l'énergie d'activation, l'intermédiaire réactionnel avec son creux, l'énergie qui est libérée bien sûr, et en finalité le produit final qui est un mélange racémique. Et là, c'est un petit exemple d'une réaction SN1. Donc, on a l'énantiomère S qui va perdre son chlore, qui est son nucléophile partant. On aura le carbocation plan qui est achiral.
Si dans ce cadre-là, c'est l'atome de l'iode, si Li- attaque par le côté gauche, on aura un énantiomère R. Si Li- attaque par le côté droit, on aura un énantiomère S. Aussi simple que ça. Ça donne un mélange racemique 50-50. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques de la réaction, on va commencer par la vitesse de la réaction. La substitution nucléophile SN1 est dite d'ordre 1 car elle obéit à une loi de vitesse de premier ordre. V est égal K multiplié par le Rx. La vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration du substrat et indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Donc on répète, la vitesse est proportionnelle à la concentration du substrat, je le lis là, la concentration du Rx, et indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Donc il faudra prendre ça en considération que c'est la définition de la loi de vitesse de la SN1. Donc ça c'est à retenir. La vitesse de la réaction proportionnelle à la concentration du substrat est indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Par rapport à la stéréochimie, le carbocation formé est plan. Il peut être attaqué des deux côtés de ce plan. Si le composé est optiquement actif, on aura formation d'un mélange d'énantiomères en quantité égale. Donc, perte de l'activité optique, c'est ce qu'on appelle une réaction non stéréospécifique. Donc il n'y a pas de stéréospécificité. Maintenant, pour les facteurs influençant la SN1, on va commencer par la classe du substrat. Le mécanisme de la SN1 n'est possible que si le carbocation formé est stable. La stabilité du carbocation est favorisée par tout effet électronique permettant de diminuer la charge positive sur le carbone central. Donc effet inductif positif, effet mésomère positif. Donc plus, euh, plus le substrat a d'effet inductif et mésomère positif, plus il est stable. Moins il en a, moins il est stable. Donc ce schéma-là pratiquement résume ce que j'ai en train de dire. Maintenant, pour ce qui est du nucléophile, le groupe partant, plus la liaison est polarisable et plus longue, plus sa rupture est facile et plus la réaction est rapide. La longueur de la liaison croît quand le volume du X augmente. Avec les halogènes, on obtient la réaction suivante. Donc pratiquement, là, on est en train de parler de la polarisabilité d'une liaison. Donc plus elle est longue, plus c'est facile de faire la rupture. Et là, ça revient à la taille des atomes. Donc, dans le cadre des halogènes, plus l'atome est grand vis-à-vis la liaison, plus l'atome est grand, plus la liaison est longue, moins ça demande d'énergie pour faire la rupture. Donc, ça là, c'est pratiquement à titre indicatif, liaison carbone-iode, carbone-brome, carbone-chlore, carbone-fluor et ainsi de suite. Plus l'atome est grand, dans le cadre de l'iode, brome, etc., plus l'énergie pour couper cette liaison est amoindrie, plus l'atome est petit, plus ça en demande de liaison, plus ça en demande d'énergie. Pour le groupement nucléophile, la vitesse de la réaction est indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Je répète, la vitesse de réaction est indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Par conséquent, sa nature n'aura pas d'influence sur la vitesse de la réaction. Donc le réactif nucléophile correspond à des anions, des molécules neutres contenant un doublé non-liant, ou bien des groupements, je ne vais pas aller à dire aléatoire, mais des groupements similaires. Donc CH3, CH2OH, R1H2, etc. etc. Donc là, c'est par rapport au groupement nucléophile, on peut juste dire que sa nature n'aura pas d'influence sur la vitesse de la réaction. Le solvant, un solvant polaire protique, augmente la vitesse du mécanisme SN1 en formant des liaisons hydrogènes avec le nucléofuge. Celles-ci vont polariser davantage la liaison CX et faciliter sa rupture, ce qui favorise la formation du carbocation. Le solvant polaire protique encage le nucléophile et ralentit son attaque. De plus, lorsque la liaison est rompue, le solvant encage le nucléofuge, ce qui empêche la réformation de la liaison CX. Maintenant, on a terminé avec la partie SN1, on va parler de la SN2. La SN2, c'est pratiquement la rencontre du substrat et du réactif qui va se faire simultanément selon un mécanisme concerté. Le nucléophile s'approche du carbone par le côté opposé du nucléophile, donc c'est ce qu'on appelle une attaque dorsale. L'état de transition présente un carbone pentacoordonné, très instable, où la liaison CX commence à se rompre, alors que la liaison nucléofuge carbone commence à se former. Les trois autres liaisons sont coplanaires. Donc là, c'est le mécanisme de la SN2. Donc on a le départ du X plutôt, je vais revenir ici. Donc on a le nucléophile qui s'approche du carbone par le côté opposé du nucléofuge. Donc le nucléofuge, le départ TAO coïncide avec la venue
du nucléophile, on aura un état de transition qui est pentacoordonné, extrêmement très instable, où la liaison CX commence à se rompre, alors que la liaison nucléofuge-carbone commence à se former. Plutôt nucléophile-carbone commence à se former. Les trois autres liaisons sont dites coplanaires, et on aura ce qu'on appelle une inversion de Walden. Donc la molécule va littéralement s'inverser. Le nucléofuge donc attaque du côté opposé à X pour minimiser les, plutôt le nucléophile, je m'excuse, attaque du côté opposé à X pour minimiser les répulsions électrostatiques. On appelle ça une inversion de Walden, retournement en parapluie. Donc littéralement, on a, dans le cadre là, je vais utiliser les trois molécules d'hydrogène comme référence. Les trois molécules d'hydrogène, K, ils sont tournés au côté gauche. Suivant l'intermédiaire réactionnel et l'inversion de Walden, connu comme retournement de parapluie, on a la molécule qui littéralement va se retourner avec les trois molécules de carbone qui vont aller maintenant vers le côté opposé. Ils vont littéralement voir du côté droit. C'est ça ce qu'on appelle une inversion de Walden. Chaque molécule, en utilisant les termes, on peut dire arabes, chaque molécule, le début de la réaction et la fin de la réaction, donc la vision, les trois molécules d'hydrogène en échauffant à gauche, inversion de Walden, les trois molécules d'hydrogène et l'échauffement à droite. C'est pour donner une explication plus directe. Par rapport à la fonction de la réaction, c'est une réaction concertée, donc une seule étape. On aura l'énergie d'activation mentionnée ci-dessous, un seul état de transition avec une énergie assez conséquente, puis qui est l'énergie d'activation, puis on aura le produit fini avec bien sûr l'énergie libérée qui est l'énergie perdue. Donc c'est un mécanisme énergétique assez concerté, très rapide. Pour la vitesse de la réaction, donc la substitution nucléophile SN2 est dite d'ordre 2 car elle obéit à une loi de vitesse de second ordre, comme mentionné ci-dessous. Dans ce cas, la vitesse de la réaction bimoléculaire d'ordre 2, la vitesse est proportionnelle à la concentration du substrat et du réactif nucléophile. Si on revient en arrière, là on disait que la SN1, que la vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du substrat et indépendante de la concentration du réactif nucléophile. Là, elle est dépendante des deux. Donc elle est dépendante de la concentration du substrat et du réactif nucléophile. Par rapport à la stéréochimie, la réaction se fait en une seule étape. Si le carbone est asymétrique, la réaction conduit à une inversion de la configuration, inversion de Walden. On obtient un seul énantiomère, réaction stéréospécifique. Maintenant, pour ce qui est des facteurs influençants, classe du substrat, l'encombrement stérique sur le substrat gêne l'approche du nucléophile. L'encombrement croît avec la classe du substrat. L'ordre de réactivité du SN1 est inversé de celui observé pour plutôt l'ordre de réaction du SN2 est inversé à celui observé pour la SN1. Donc littéralement, on prend l'ordre réactionnel de la SN1, on inverse à celui du SN2. La nature du nucléophile groupement partant, de même que pour la SN1, plus une liaison est polarisable, plus sa rupture est facile. Donc plus l'atome est grand, plus la liaison est longue, plus la rupture est facile. Pour ce qui est du nucléophile, la réactivité de la SN2 croît avec la nucléophilie du réactif. Dans les solvants polaires aprotiques, les anions sont moins solvatés et leur nucléophilie est l'inverse de celle observée en solvant protique. Les nucléophiles chargés, anions, comme mentionné ci-dessous, sont plus forts que les nucléophiles neutres. Les petits nucléophiles sont plus réactifs que les anions volumineux, moins d'encombrement stérique. Donc il faut noter que les nucléophiles chargés sont plus forts que les neutres et les petits nucléophiles sont plus réactifs que les anions volumineux, donc moins d'encombrement stérique. Là, on va faire la comparaison entre la SN1 et la SN2 vis-à-vis de la cinétique. Ordre 2, ordre 1, nombre d'états de transition, la SN2 a un seul, un atome carbone pentacoordonné, la SN1 a 2, l'intermédiaire, la SN2 n'a aucun intermédiaire, la SN1 c'est le carbocation. La nucléophilie vis-à-vis de la SN2, il doit être fort anionique, alors que pour la SN1, il est tout simplement faible ou neutre. Type de dérivé favorisé, la SN2 c'est l'inverse de la SN1, la SN1 nécessite un dérivé favorisé tertiaire, alors que la SN2 nécessite un dérivé favorisé primaire. La stéréochimie, la SN1 c'est un mélange racémique, donc il n'y a pas de stéréochimie remarquée. Par rapport à la SN2, c'est une inversion de configuration ou bien l'inversion de Walden. Ça résume à peu près, c'est un tableau comparatif entre la SN1 et la SN2. Maintenant, pour ce qui est la dernière partie de ce cours, qui sont les réactions d'élimination, on va commencer par définir ce que c'est une réaction d'élimination. Une réaction d'élimination ou bêta-élimination est une réaction qui transforme un alcane substitué, halogène ou alcane alcool, en alcène. La réaction d'élimination sur un substrat saturé correspond au remplacement de deux liaisons sigma par une liaison pi. Comme démontré dans le schéma ci-dessous, il faut juste prendre en considération que la définition, c'est très important de savoir ce que c'est.
c'est transformer un alkane substitué en alcène. C'est aussi le remplacement de deux liaisons sigma, donc 1 et 2, par une liaison pi. Donc c'est la définition qu'il faut avoir, qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre. Donc pour ce qui est des bases utilisées, idéalement on utilise des bases fortes qui sont peu nucléophiles, donc le NaOH, le KOH, et les alkoxydes sont souvent utilisés aussi. Comme pour la substitution nucléophile, il existe une élimination unimoléculaire et une élimination bimoléculaire que l'on note respectivement E1 et E2 par rapport à la notion de base. Donc, comme c'est mentionné ici, l'attaque par une base. Donc, c'est soit des bases peu nucléophiles, qui sont des bases fortes, ou bien des alkoxydes. Pour le mécanisme réactionnel de l'élimination monomoléculaire, donc ça se passe en deux étapes. La première étape, la même que celle de la réaction SN1. Il y a formation d'un carbocation par rupture hétérolytique de la liaison CX. C'est l'étape lente et déterminante de la vitesse. Qui met la SN1, sa première étape, c'est l'étape lente et déterminante de la vitesse. La E1, l'étape lente et déterminante de la vitesse, c'est la première étape. La liaison CX seront sous l'influence d'un solvant polaire protique et un carbocation, plan se forme, comme mentionné ci-dessous. La deuxième étape, c'est une étape rapide au cours de laquelle la base, donc le B, la base forte, attaque le proton sur le carbone en bêta, carbone adjacent à la liaison CX, et l'alcène est formé. Donc on répète, la première étape, similaire à la SN1, formation d'un carbocation par rupture hétérolytique de liaison CX sous l'effet d'un solvant polaire protique. C'est l'étape déterminante et lente de la vitesse. La deuxième étape, c'est une étape rapide, comme la deuxième étape de la SN1, au cours de laquelle la base, mentionné ci-dessous, attaque le proton sur le carbone en bêta. Le carbone en bêta, ça c'est à apprendre bien sûr. Carbone adjacent à la liaison CX et l'alcène est formé. Par rapport maintenant aux différents facteurs de la réaction, on commence par la vitesse de la réaction. La réaction est dite d'ordre 1, donc monomoléculaire, car elle obéit à une onde de vitesse de premier ordre. La vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du substrat et indépendante de la concentration de la base. Donc, proportionnelle à la concentration du substrat, indépendante de la concentration de la base. La stéréochimie, c'est une réaction non stéréosélective. La réaction est une bêta-élimination. Le proton arraché est en bêta de l'atome de carbone portant l'halogène. La réaction conduit à un mélange de stéréoisomères Z et E à cause de la libre rotation autour de la liaison carbone-carbone. La réaction non stéréospécifique, on aura un mélange racémique. Maintenant, pour ce qui est de la régiosélectivité, lors d'une réaction élimination, le proton part préférentiellement du carbone le moins hydrogéné. Pour donner l'alcène le plus substitué, le plus thermodynamiquement stable, c'est une réaction régiosélective, c'est la règle de Zaitsev. Là, il faut savoir que c'est non stéréosélective, mais régiosélective, du fait que, on répète, le proton part préférentiellement du carbone le moins hydrogéné pour donner l'alcène le plus substitué, dans le cas d'ailleurs, qui est le thermodynamiquement le plus stable, c'est la règle de Zaitsev. Maintenant, pour ce qui est de l'élimination bimoléculaire, le mécanisme est concerté, passage par un état de transition pour donner l'étape finale. Donc l'attaque de la base et la rupture de liaison CX et CH se font simultanément. La base attaque la liaison CH qui s'affaiblit pendant que la liaison CX se polarise. Les liaisons CX et CH doivent être antipériplanaires, donc dans le même plan, comme mentionné ci-dessous. X et H doivent se trouver sur deux côtés opposés en position anti, donc antipériplanaire. La vitesse de la réaction obéit à une loi de second ordre. La vitesse de la réaction dépend des concentrations du substrat et de la base. La E1, c'est des substrats indépendants de la base. La E2, c'est substrat et la base. Maintenant, pour ce qui est de la stéréosélectivité, c'est une réaction stéréosélective. La réaction se fait en une seule étape. L'élimination se fait exclusivement quand l'hydrogène et le X sont dans un même plan, en position antipériplanaire. On obtient obtention d'un seul alcène de configuration Z ou E, réaction stéréosélective. Dans le cadre de la réaction Hadier, c'est le seul stéréoisomère trouvé, c'est le E, mais c'est soit le Z ou le E. Maintenant, pour ce qui est d'un tableau récapitulatif comparatif entre la E1 et la E2, donc on va mentionner à peu près la différence entre SN1, E1 et SN2, E2. SN1, E1 se font en deux étapes, réaction de vitesse d'ordre 1, intermédiaire qui est le carbocation. C'est des réactions non stéréospécifiques, attaque du nucléophile des deux côtés du plan pour la SN1 et libre rotation de la liaison carbone-carbone pour la E1. SN1 c'est un mélange racémique, E1 c'est deux alcènes, Z et E. Pour la SN2, E2, c'est des mécanismes de réaction d'ordre 2. L'intermédiaire c'est un état de transition. Par rapport à la stéréospécificité, c'est une attaque dorsale du NU inversion de Walden pour la SN2. Le H et le X sont anticoplanaires.
Pour la SN2, on a une inversion de configuration un seul énantiomère. Pour la E2, on a un seul alcène. Maintenant, par rapport à l'influence du substrat, la stabilisation de l'intermédiaire pour la SN1 et E1, c'est pratiquement la même. Plus il y a d'effets mésomères et d'effets isomères, donc I+, M+, plus la réaction est stable. Pour l'influence du nucléophile, la SN1, le nucléophile doit être faible. Pour la E1, c'est une base faible diluée et mauvais NU. Pour l'influence du solvant, les solvants polaires protiques facilitent la formation des carbocations par liaison hydrogène. Pour la SN2E2, c'est l'inverse pour la SN2 plutôt, c'est l'inverse de la SN1. Donc plus c'est chargé stériquement, plus il y a une déstabilisation de l'état de transition par encombrement stérique. Pour la E2, plus la classe est élevée et plus la réaction est rapide. Pour l'influence du nucléophile, le SN2 ils font un bon nucléophile. Pour la E2, ils font une base forte concentrée et un mauvais NU. Maintenant, pour l'influence du solvant, les solvants polaires aprotiques solvatent le cation associé au nucléophile. Donc, le tableau présent vers la fin du cours résume pratiquement les différentes spécificités de la SN1 et la SN2, et la E1 et la E2. Et pour une dernière remarque, toute molécule possédant un double d'électrons est à la fois une base et un nucléophile, et toute espèce arrachant un proton est une base. Par conséquent, une espèce nucléophile est aussi une espèce basique. Et c'est la dernière remarque de ce cours, la dernière remarque de ce tutorat. Merci, bonne lecture, bonne révision et bon courage.